Lettre mélomane 2021-11. Nous commençons par Luigi Abbat, 1866-1933. Les Elfes, poème symphonique d'après le Comte de Lille, composé en 1887. Luigi Abbat, c'est une découverte pour moi. Alors cette œuvre est très bizarre. Elle est assez cacophonique et même disharmonique à une époque où on s'attendrait à découvrir des œuvres tout de même consonantes, en 1887. Et elle pourrait préfigurer un peu le groupe des six car elle reste très très mélodique. Sur le plan thématique, c'est une œuvre qui atteint un certain niveau, mais toutes ces discordances entre les registres instrumentaux, finalement, la dévaluent beaucoup, surtout dans la partie centrale. Alors, il y a des passages particulièrement intéressants, alors en particulier un motif aux cordes en aigu qui est accompagné par l'harpe et par des pizzicati de cordes. Néanmoins, cela ne suffit pas pour rehausser suffisamment le niveau de l'œuvre et j'ai accordé une étoile seulement à cette œuvre. Nous continuons par une œuvre de Georges Enescu, 1880-1955, un duo pour piano-violon, sonata numéro 3 dans le caractère roumain, opus 25, datant de 1949. C'est une œuvre, à mon avis, extrêmement inégale sur le plan de l'intérêt. Et il me semble que le dernier mouvement seul est vraiment inspiré. Les autres mouvements, notamment donc le premier, se caractérisent par un continuum qui est très lancinant sur une thématique qui est, à mon avis, très vague et avec des motifs qui s'affirment rarement. Sur l'ensemble, le soliste évolue dans l'extrême aigu, surtout dans le deuxième mouvement. Alors revenons maintenant au dernier mouvement, qui est à mon avis le seul véritablement intéressant de l'œuvre. Alors c'est une partie où le frisca, c'est-à-dire les parties rapides, et le lassan, les parties lentes, sont très très bien caractérisées sur le plan rhapsodique. Et on y trouve des effets violonistiques, mais aussi des effets pianistiques qui sont d'une très rare originalité et qui transcendent l'utilisation rhapsodique traditionnelle qu'on pourrait trouver pour ce type d'œuvre. Alors on a ici un modernisme positif qui ne verse jamais dans des dissonances gratuites. D'une manière plus générale, par rapport à la production d'Enesco, du moins celle que je connais, ce duo n'est pas la meilleure œuvre, et de très loin même. Pour moi, la meilleure œuvre d'Enescu que je connaisse, c'est la Rhapsodie roumaine numéro 1, qui représente, me semble-t-il, une œuvre majeure. Quant à ces symphonies 1 et 3, la suite d'orchestre numéro 1, elles ont, à mon avis, un caractère moderniste plutôt bruyant et elles sont très largement en deçà de ce chef-d'œuvre et même de ce duo piano-violon. Harry Litolff, 1818-1891, une œuvre pour orchestre, l'ouverture Maximilien Robespierre datant de 1856. Alors c'est une œuvre extrêmement décevante par rapport à l'ouverture Les Girondistes que j'ai récemment découverte. Alors on a une surenchère symphonique qui à mon avis est assez gratuite et assez vaine, qui ne crée pas de sentiment dramatique. Il y a un thème principal qui semble représenter la foule en liesse, mais qui m'apparaît trop répété par rapport à sa valeur. L'œuvre comprend une introduction grave et une conclusion dans le même style, et ces épisodes ne sont pas plus pathétiques que les parties dynamiques. Alors on peut signaler les évocations de la Marseillaise.
Alors évidemment, il est normal que l'on utilise la Marseillaise dans ce type d'œuvre, mais à mon avis, cette utilisation n'apporte rien de vraiment supplémentaire. Il faut rappeler, par rapport à Litolf, qu'il est l'auteur d'une série de concertos, à mon avis, magistraux. Alors pour ceux que je connais, c'est-à-dire les 2, 3, 4, 5, il ne me manque que le 1, eh bien ce sont des œuvres qui représentent certainement une étape importante dans l'évolution du genre, et je citerai notamment le concerto 3 et pour piano donc, et 5, que je vous invite à découvrir à défaut de l'ouverture Maximilien. Mais bien sûr, vous pouvez aussi écouter l'ouverture Les Girondistes, qui à mon avis est tout à fait à l'unisson de ces concertos pour piano. Nous passons à Manen Johann, 1883-1971, symphonie numéro 2, Hyperica, datant de 1958. Alors c'est une œuvre classico-romantique écrite à une période assez tardive. Alors cette symphonie me paraît tout à fait en demi-teinte par rapport à la symphonie 1 de ce compositeur. Elle a un intérêt beaucoup moins affirmé. Alors, de grandes différences d'intérêt entre les mouvements, néanmoins, aucun mouvement ne me paraît véritablement d'un intérêt absolument soutenu du début à la fin. Alors, Manen s'affirme plus spécialement dans les scherzo, ce qui lui permet des passages rapides d'un registre instrumental à un autre, et là il faut avouer qu'il manifeste une très grande virtuosité. C'est le cas dans le deuxième mouvement, et c'est le cas dans la finale, le dernier mouvement, donc, qui est aussi un scherzo. Mais l'inspiration n'est pas constante dans ces mouvements, et je n'ai accordé que 2 étoiles pour ces mouvements. Quant aux autres mouvements, eh bien, le premier, très long, n'affirme pas de motif réellement intéressant, à mon avis. On a souvent des suites d'accords à l'orchestre, quelquefois bienvenues, mais qui sont lassantes. Alors, la marque rhapsodique est parfois positive, parfois originale, mais parfois, eh bien, on a l'impression de motifs un peu trop commun, notamment dans le premier mouvement. Alors, il faut surtout déplorer un mouvement lent qui est extraordinairement long et vide, et sinon, bon, relevé un peu par l'intervention de la flûte en seconde partie, mais sur un motif qui est tout de même très uniforme. Alors au final, eh bien, on pourra tout de même écouter les mouvements 2 et 4 de cette symphonie. Mélartin-Hertie, 1875-1937, une œuvre pour orchestre, symphonie 4, opus 80, Summer, datant de 1912. C'est une symphonie, à mon avis, beaucoup moins intéressante que la 2, mais tout de même plus que la 5 du même compositeur. Alors elle contient quelques parties qui sont d'un excellent niveau, mais ces parties sont circonscrites. Style classico-romantique pour cette période, qui tire assez peu vers l'impressionnisme, donc plutôt classico-romantique. Et elle présente très peu de marques rhapsodiques, contrairement à la symphonie 2 qui était beaucoup plus rhapsodique. Alors, le premier mouvement apparaît assez répétitif par l'exploitation d'un thème qui est à mon avis d'un intérêt limité. Et c'est le deuxième mouvement, forme de scherzo, qui paraît plus captivant en exploitant bien les différents registres instrumentaux, et notamment le xylophone dans un rythme très enlevé. Le troisième mouvement, quant à lui, comporte un excellent thème principal, mais qui est exploité de manière très variable. On a une excellente exposition à la voix soprano, alors il faut signaler que la voix intervient dans ce mouvement.
Et cette voix est remarquablement accompagnée par l'orchestre. Malheureusement, la reprise à la voix contralto réduit le charme de cette partie. Quant à la fin du mouvement, eh bien, elle s'enlise et devient assez compassée. Et le dernier mouvement, lui, n'impose pas de thème marquant dans une orchestration qui est, à mon avis, relativement banale. Nous en arrivons à l'œuvre revisitée. Guillemin Louis Gabriel, 1704-1770, avec 12 caprices pour violon, opus 18, 1762. Alors, qu'y a-t-il entre Locatelli et Paganini? Eh bien, il y a Guillemin, il y a certainement d'autres compositeurs, mais il y a, à mon avis, Guillemin, qui marque tout de même cette époque de transition pendant laquelle la musique galante s'est imposée. Alors, cette œuvre de Guillemin se caractérise par une très haute virtuosité, évidemment, puisqu'il s'agit d'œuvres pour violon seul, et elle ne s'inscrit absolument pas du tout dans le style galant, ce qui n'est pas étonnant, car le style galant est assez antithétique de la virtuosité transcendante, laquelle peut s'accorder beaucoup mieux avec l'esthétique baroque. Alors, Guillemin est bien l'héritier, techniquement et thématiquement, des compositeurs de l'époque baroque, Vivaldi, Tartini, Locatelli, etc. Et il les a, à mon avis, égalés sur le plan de la virtuosité. Alors, son mélodisme, qui est purement baroque, use beaucoup de formes répétitives et il utilise quasiment jamais le chromatisme, ce chromatisme qui est exploité plus tard par Paganini dans ses 24 caprices, hein, qui datent de, je le rappelle, 1802-1807, mais aussi ce chromatisme qui est, durant cette période de transition, utilisé par Spohr. Alors, Guillemin s'affirme effectivement par l'utilisation de la virtuosité transcendante, mais il est, à mon avis, largement en deçà de Paganini, mais Paganini, c'était tout de même quelques décennies plus tard. Alors, sur le plan thématique ou expressif, je pense qu'il n'atteint pas les sommets de Paganini dans ses caprices, mais tout de même, ces caprices de Guillemin atteignent une très grande expressivité. Sur le plan des procédés, eh bien, il utilise beaucoup, il abuse même des marches d'harmonie, des rosalies, des thèmes répétés, donc à diverses marches d'harmonie. Et il utilise beaucoup les doubles cordes, les bariolages, conformément à la technique de l'époque baroque. Voilà donc pour ce qui est de ces caprices. Alors je conseillerais en particulier le caprice numéro 5 et le 11 qui, à mon avis, sont tout de même non seulement des sommets de virtuosité, mais aussi des sommets d'expressivité. Voilà pour cette lettre mélomane 2021-11. Merci de m'avoir écouté.